L'entretien du marquis, bonjour à tous. Macron dans un stade au Qatar. Pourquoi c'est un triple scandale? Alors avant de traiter cette information, je voulais d'abord partager la joie, j'imagine. Vous êtes certainement heureux de voir que la France est arrivée en finale. D'ailleurs, j'ai mis ma petite chemise supporter avec le coq gaulois, une chemise rugby bien évidemment. Oui, quand on est patriote, on est toujours content que son pays brille à l'étranger, qu'on ait un petit peu de prestige. Voilà, donc on est heureux, mais pourtant on ne peut pas oublier la situation de la France. Et nous savons aussi, et ça je l'ai développé dans ma précédente vidéo, que derrière le foot, il y a toute une série de choses. Alors, ça ne va pas être l'objet de cette vidéo. Non, on va traiter de la présence du président de la République dans un stade au Qatar. Cela pose en effet un énorme problème moral. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes très bien informés de la corruption des Qataris à notre rencontre. Vous vous en souvenez peut-être du livre de Chesneau et Malbruno, Nos très chers émirs. Et dans ce livre, on découvre qu'une grande partie de la classe politique est corrompue par les Qataris. Nous avons aussi vu ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, j'en parle dans un instant. Donc, on devrait peut-être faire en sorte de limiter nos relations avec le Qatar. Nous savons aussi que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ne s'est pas faite dans des circonstances tout à fait honnêtes. Bon, il y a énormément de choses, il y a cette corruption omniprésente, donc il faudrait peut-être qu'un président de la République française prenne ses distances vis-à-vis des Qataris. Ça ne veut pas dire qu'on doit cesser toute relation diplomatique, pas du tout, mais je pense que dans les circonstances, le président de la République aurait dû rester à l'Élysée, regarder son match avec ses camarades de Renaissance. Et puis, il y a le deuxième problème moral. C'est le Guardian qui nous avait averti. Il y a eu plus de 6500 travailleurs migrants qui ont perdu la vie sur les chantiers de construction des stades de la Coupe du Monde 2022. Cela était d'ailleurs sourcé par May Romanos, chercheuse sur la région du Golfe, et qui avait signé une grande partie du dossier pour Amnesty International. Chaleur intense, chute et insuffisance cardiaque, accident du travail. Donc nous avions eu de très nombreux morts. Face à ce bilan absolument épouvantable, la presse aux ordres était montée défendre le Qatar, nous expliquant que le chiffre était peut-être un peu exagéré. Non, franchement, c'est un peu du n'importe quoi. Vous retrouvez ces articles sur LCI, sur Le Monde, et on comprend très bien à la lecture et la façon dont ils déroulent leur argumentaire qu'ils sont en train de noyer le poisson. Mais celui qui a dépassé, donc a franchi le mur du son avec un CCD, selon le jeu de mots du canard enchaîné, c'est un député de la Macronie, Carl Olive, qui nous a expliqué que lorsque nous avons construit la Tour Eiffel, il y avait eu 300 ouvriers qui avaient trouvé la mort. Or, je tiens à signaler, et d'ailleurs c'est le fact-checking d'un journal, il n'y a jamais eu aucun mort sur le chantier de la Tour Eiffel. D'autant plus qu'au 19e siècle, ce n'était pas du tout des travailleurs immigrés, c'était des Français, et que dans le bâtiment, c'était des compagnons. Et on ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'était des ouvriers, c'était des syndicats, c'était toute une série de choses. C'était des métiers qui étaient très recherchés dans certains endroits, tout ce qui est maçon. Parce qu'il n'y avait pas seulement mettre des pierres, il fallait façonner. Il y avait toute une série de métiers tout autour. Donc, c'est n'importe quoi, d'autant plus que Gustave Eiffel faisait très attention de protéger, comme c'est dit, la sécurité de ses ouvriers. Donc, c'est du pur mensonge, mais nous avons l'habitude avec la Macronie, ils racontent n'importe quoi. Alors, j'aimerais juste comprendre comment Carl Olive peut donner un tel mensonge pour défendre les Qatars, parce que les derniers qui ont fait cela, notamment à la Commission européenne, et je pense par exemple à Eva Kaili, eh bien on a retrouvé des valises de billets. Et alors, elle a fait, on va un peu s'amuser parce que Eva Kaili a une défense un peu étonnante. Elle nous a dit qu'elle ignorait l'existence de l'argent retrouvé chez elle. Et notre ami Aldo Stéron, on a trouvé de la drogue en petits sachets dans des intestins des trafiquants. Et vous savez ce qu'ils disent, ce n'est pas à moi. Dans une certaine mesure, c'est vrai puisqu'ils les rejettent. Bon, allez, on ferme la parenthèse de plaisanterie, mais nous savons que la vice-présidente de la Commission européenne, Chinas, c'est-à-dire l'adjointe de Van der Leyen, est elle aussi visée par des soupçons de corruption. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup, et le président qui se rend au Qatar, eh bien évidemment, cela pose des problèmes de droits de l'homme, de morale, bien évidemment.
Et puis, on a appris quelque chose qui nous a littéralement stupéfait, parce que l'emploi du temps d'un chef de l'État, il est souvent très chargé. Et Emmanuel Macron, alors qu'il est allé voir donc un match de foot, hein, c'est une partie de distraction, il avait du boulot. Il avait du boulot, en effet, il devait se rendre à un sommet entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est. Et là, stupeur, il s'est fait remplacer par l'Allemagne. Alors, remplacé par l'Allemagne, on arrive à peine à y croire, puisque les Allemands n'ont pas acheté nos avions, ils ont acheté des F-35 américains. Ils nous revendent de l'électricité à un coût presque prohibitif, exorbitant, ruinant nos finances. Et puis depuis le début, entre Scholz et Macron, eh bien, le courant ne passe pas, si je puis me permettre ce jeu de mots. Les Allemands essaient de détruire systématiquement la puissance de la France à l'étranger. Et Macron, que fait-il ? Il se fait représenter par un Allemand. Il faut savoir que ce sommet entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est est vraiment très important pour nos entreprises. J'espère qu'il y a malgré tout une délégation française pour défendre nos intérêts, parce que la croissance, une grande partie de la croissance de nos entreprises, de nos grandes entreprises, elle se fait en Asie du Sud-Est. Le fait qu'ils préfèrent le foot à nos entreprises, eh bien écoutez, c'est exactement ce que nous disons. Il n'est pas là pour défendre les intérêts français, il est là pour faire de la communication, on a bien compris, il veut être vu à la télé, essayer de grappiller quelques points, et puis j'imagine aussi qu'il aime le foot. En tout cas, il a l'air d'être sincère dans son admiration pour le football, donc on prend acte du fait qu'il aime le football, mais d'avoir choisi son plaisir personnel au détriment des intérêts de la France, c'est encore une trahison. Il ne fait que cela, Emmanuel Macron. C'est quand même quelque chose d'assez symptomatique chez lui. Et puis, il y a une troisième chose. Et Elisabeth Borne s'est vantée dans un tweet que nous sommes arrivés à baisser notre consommation d'électricité à moins 9,7 alors qu'il fait extrêmement froid. Alors là, vous avez quelque chose qui est symptomatique d'un État totalitaire. C'est-à-dire comment transformer une défaite en victoire. On a baissé notre consommation d'électricité. Pourquoi c'est une défaite ? Parce que s'il y a une telle chute, c'est-à-dire que nos entreprises consomment moins d'électricité, si elles consomment moins d'électricité, ça veut dire qu'elles produisent moins. Autrement dit, nous sommes en récession, nous sommes en train de voir une augmentation des faillites, tous les petits artisans sont très inquiets et Elisabeth Borne se félicite de cela. Comment transformer une défaite en victoire ? Eh bien, voilà, on a l'habitude avec Elisabeth Borne, elle nous raconte véritablement n'importe quoi. Un pays ne peut vivre que s'il a de l'abondance énergétique, à un coût modéré. Que fait la France ? Exactement l'inverse. Elle n'investit pas dans ces structures, au contraire, elle nous rend dépendantes de l'étranger. Et Macron, lui, il s'en va visiter le Qatar, assister à une demi-finale de Coupe du Monde. Et là, on a un phénomène aussi pas normal. Comment se fait-il qu'il prenne un avion ? Le coût carbone, j'aime pas beaucoup ça, mais là, on va lui remettre le nez dans son propre argumentaire. Le coût carbone, un avion comme ça, il se déplace et il nous fait un caprice de milliardaire. Je veux aller assister à la demi-finale d'une Coupe du Monde, comme comme un milliardaire qui voudrait faire aller à la Fashion Week à Milan. On a quelque chose qui est tout à fait insupportable. Et là, on a envie de montrer quelque chose. Cette image, je l'associe à Macron avec ce que nous sommes en train de voir. Zelensky défend l'Europe, fait barrage à l'impérialisme de Poutine en lui résistant. Nous a peut-être évité une guerre mondiale à Taïwan avec son complice Xi. Gratitude, ne serait-ce que pour ça, il faut aider la fondation qu'elle est venue lancer à Paris. Alors, on reste sans voix parce que tout ce qui est écrit dans ce tweet, c'est de l'inversion accusatoire. La première phrase vaut son pesant de cacahuètes. Madame Zelensky défend l'Europe. Ah bah oui, forcément, elle défend les gens qui lui donnent de l'argent. Nous avons versé des dizaines et des dizaines de milliards depuis 2014 en Ukraine, sans aucun résultat. Je vous renvoie à la vidéo d'hier. Les Ukrainiens font partie du peuple le plus pauvre d'Europe, et certainement dû à des oligarques corrompus. Elle fait aussi barrage à l'impérialisme de Poutine. Ah, belle inversion accusatoire, parce que qui a mis ses troupes
de l'OTAN en Ukraine, ce sont les USA. Qui a renversé un président élu légitimement en Ukraine en 2013-2014? C'est encore les Américains. Et à l'époque, d'ailleurs, ils nous avaient dit, ce mot absolument affreux, qu'on aille se faire voir, je ne dis même pas le mot en américain, de Norland. Donc, nous savons très bien que c'est l'impérialisme américain qui a poussé le plus loin ses frontières en ne respectant pas sa parole, qui a obligé en fin de compte Vladimir Poutine à rentrer dans ce conflit. Et nous le savons d'autant mieux que nous avons appris de la part de Merkel que les Occidentaux avaient signé les accords de Minsk essentiellement pour gagner du temps et pour préparer la guerre. Donc les Russes se sont fait en plus avoir dans cette histoire. Donc un mensonge, une inversion accusatoire de Bernard-Henri Lévy, mais nous avons l'habitude. Et puis, vous avez ce terme, moi, qui me fait bondir, en lui résistant. Évidemment, il utilise la connotation de résistant. On pense aux résistants, à ceux qui ont lutté contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il me semble que là encore, il y a une petite inversion accusatoire. Nous a peut-être évité une guerre mondiale. Là encore, une inversion accusatoire, parce que nous savons que Zelensky a envoyé un missile en Pologne pour faire rentrer la Pologne et donc l'OTAN, et là ça aurait véritablement contribué à une guerre mondiale. Donc toute une série de mensonges. Gratitude. Ah, le comique. Ne serait-ce que pour ça, il faut aider la fondation qu'elle est venue lancer à Paris. Alors, elle a une fondation. Et lorsqu'on regarde bien cette image, que voyons-nous ? Bien, à gauche, nous voyons le milliardaire Bernard-Henri Lévy. On peut lui dire de vendre une grande partie de son patrimoine immobilier parce qu'il est très très conséquent. Hein. J'avais vu un jour dans un magazine posséder 7 maisons à travers le monde et puis 7 palais qui coûtent chaque fois des millions d'euros. Et puis de l'autre, nous avons Madame Zelensky qui a aussi un énorme patrimoine immobilier. Nous connaissons au moins 2 de ses maisons, une en Toscane, une à Miami, qui là aussi coûte des millions d'euros. Donc, le message que nous donne Bernard-Henri Lévy et Madame Zelensky, eh bien, Français, vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous avez froid, eh bien, il faut encore passer à la caisse et financer la fondation de Madame Zelensky. Et on se demande où va cet argent. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à la voir parce qu'il y a une intervention d'un journaliste qui est fondamentale à l'intérieur. Eh bien, on peut tracer un parallèle avec Emmanuel Macron. Macron, lui, il prend un avion avec tout son personnel pour aller au Qatar. Qui va payer la facture ? Eh bien nous. Un peu comme ce milliardaire BHL qui va à la Fashion Week à Milan dans un jet privé. Vous voyez, c'est un peu ce même monde. Ce sont des parasites qui vivent sur notre dos. D'autant plus qu'on a appris, et ça, cette nouvelle, elle est tonitruante, des perquisitions menées mardi au siège parisien de McKinsey et du Parti Renaissance. Le titre, il est un petit peu biaisé, il me semble. Si j'avais été directeur de rédaction, j'aurais titré « Le parti d'Emmanuel Macron Renaissance perquisitionné par les juges d'instruction ». Voilà ce qu'il aurait fallu écrire, c'est-à-dire mettre en lumière le fait que le parti Renaissance est perquisitionné. Et nous savons que certains cadres de Renaissance ont travaillé chez McKinsey. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Donc c'est une information capitale et on voit que dans les combats entre Emmanuel Macron et une partie de la justice et une partie, j'ai envie de dire, d'un certain état profond, eh bien, il y a de la résistance. Hein. Macron ne fait plus recette. Hein. Tout le monde sait que c'est lui le problème et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment sa fin. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Vraiment, vraiment, parce que les gens commencent à comprendre, par le Parti Renaissance justement, qu'il y a peut-être un loup quelque part. Alors, c'est un petit article au milieu, il ne fait pas encore la une, mais cela vient. Et on a vu dans le Figaro un autre article qui m'a... d'ailleurs, c'est Philippe Murer qui a dit « Ah, ça sent bon ». On a vu un article sur l'ordinateur portable d'Hunter Biden. Oui, sur l'ordinateur de portable d'Hunter Biden. C'est la première fois qu'un journal français, de la presse aux ordres, d'un grand quotidien, traitait l'affaire. Quand je vous dis que le vent tourne réellement. Et donc, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont découvert cette affaire. Nous en parlons, nous, la presse de réinformation, depuis l'élection présidentielle de Trump contre Biden 2020. Nous étions au courant, nous étions traités de complotistes. Eh bien, nous avions encore une fois raison avant tout le monde. Puisqu'on parle de McKinsey, puisqu'on parle de tout cela, je voudrais vous montrer
D'ailleurs, une intervention qui est assez intéressante de Louis Fouché au micro d'André Berkoff. On l'écoute. Je le raconte dans le livre, mais il y a Ouais. quelques années est venu à l'hôpital un jeune homme qui nous a fait un PowerPoint en 15 diapos pour nous expliquer comment l'hôpital devait se réformer. Et vous imaginez que cette personne venait d'un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey, Ah ouais. qui était Ah bah, payé à grand prix plus ouais. d'un million et demi d'euros pour une prestation sur un mois et demi. Et vous enseignez à vous ce qu'il faut faire à l'hôpital, quoi. C'est ça. Exactement. Bien. Un blanc-bec frais et moulu de son école de commerce qui récitait ses 15 diapos, toujours les mêmes, rouge, orange, vert de McKinsey. Et ça, on doit se rendre compte de ça. C'est que l'ensemble de nos institutions aujourd'hui est pilotée par un logiciel technocratique de McKinsey. Ouais. Mais heureusement, il y a les vrais humains et eux sont déjà en train d'ouvrir des brèches, de préparer la suite. Donc on a deux voies qui se séparent, une voie transhumaniste où finalement les multinationales de la tech, on appelle Ouais. ça, hein, du Ouais. numérique, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, sont en train de prendre le pouvoir. Et puis de l'autre côté, les vrais humains qui vont continuer à faire un artisanat du soin qui est finalement ce dont on a besoin. Alors, Louis Fouché. Et oui, McKinsey qui s'occupe de médecine, eh bien, c'est pas la première fois. Ils ont géré évidemment la politique sanitaire, mais je voudrais quand même rappeler cela, l'affaire Purdue Pharma, avec leur marketing cynique. Le bilan de la crise opiacée est effroyable. Près d'un demi-million d'Américains sont morts d'overdose causée en grande partie par la prise du médicament phare de Purdue Pharma, l'Oxycontin. Nous savons aujourd'hui que c'est un poison mortel et qu'il donne donc des overdoses. Lorsque Purdue Pharma a vu ses ventes s'effondrer de ce médicament l'Oxycontin, qui était son médicament phare, celui qui lui permettait de faire de très gros bénéfices, eh bien il a fait appel à McKinsey. Et lorsque McKinsey prend en charge le dossier Oxycontin, les gens de McKinsey savent qu'ils vendent du poison. Cela ne les empêche pas de trouver une stratégie, et une stratégie monstrueuse. En effet, ils vont s'appuyer sur des médecins référents, des médecins qui sont des agents d'influence pour relancer les ventes de l'Oxycontin. Et ça va marcher. Et surtout, ils vont demander à ces médecins de faire du surdosage. Donc, ce sont eux qui ont trouvé la solution pour aggraver les morts d'overdose de ce médicament, l'Oxycontin. C'est pour cette raison que la presse américaine considère McKinsey comme le cabinet le plus cynique, composé de gens qui sont des criminels, puisque ils ont été d'ailleurs traînés en justice, et pour éviter un procès, ils ont déjà payé 580 millions de dommages et intérêts aux victimes. Il se trouve qu'il y a des associations qui veulent absolument leur peau. Eh bien, c'est ce cabinet que choisit Emmanuel Macron pour gérer 1. L'hôpital, 2. La crise sanitaire en France. Autrement dit, c'est le seul cabinet qu'on ne pouvait pas choisir, puisqu'ils sont quand même liés à un énorme massacre et qu'ils ont été acteurs dans ce massacre. Alors, nous sommes un petit peu inquiets, puisque McKinsey est très proche de Macron, que Macron est très proche du Big Pharma, et que l'un dans l'autre, ils essaient de nous imposer cette médecine de zéro dont parle Louis Fouché. Mais nous avons quand même un espoir. Cet espoir, il nous vient d'outre-Atlantique, dans la personne de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. En effet, il veut qu'Antonio Fauci, le monsieur santé de Joe Biden, soit jugé pour ses actes dans la crise sanitaire. Alors j'en ai parlé un petit peu hier, mais il insiste aussi sur la gestion des confinements. Le résultat, Antonio Fauci, accusé, acculé, fait la tournée de tous les plateaux de télévision pour se défendre. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il est mal, il est très mal. Sur Fox News, notamment, ils sont en train de rappeler un interview d'Antonio Fauci qui expliquait que le vaccin ne protège pas très bien contre l'infection et pas même contre la transmission. Bon, si Ron DeSantis s'engage dans cette croisade, il ne faut pas se leurrer, c'est qu'il a des munitions et qu'il va les sortir les unes après les autres. Fauci s'en va de ses responsabilités de la santé à la fin du mois. Et je pense que les démocrates l'abandonneront. Pourquoi je pense qu'ils l'abandonneront ? Parce qu'ils abandonnent tout simplement tous les gens qui les servent. Regardez ce qui arrive à Sam Bankman-Fried, qui est poursuivi de 8 chefs d'accusation par la justice américaine. Il vient d'être arrêté. Alors qu'il n'y a même pas encore une semaine, il bouffonnait sur les plateaux de télévision et les gens l'applaudissaient. Non. Et le procureur, d'ailleurs, qui l'a fait arrêter, estime qu'il ne pourra pas sortir de prison
tant les chefs d'accusation et surtout les pièces du dossier, les preuves, sont accablantes pour Sam Bankman-Fried. Et nous savons qu'il a été une machine, une lessiveuse, comme on dit exactement, pour blanchir l'argent du Parti démocrate et d'une partie des oligarques ukrainiens. Voilà, donc ça se précise, ça se précise. Et puis on vient aussi d'apprendre que le conseiller de l'énergie de Joe Biden, lui aussi a été arrêté. Alors pourquoi il a été arrêté, Sam Brinton? Bon, on va commencer par regarder sa photo. Voilà Sam Brinton. Eh bien, il a été arrêté parce qu'il volait des valises dans les aéroports. Et oui, alors la police avait diffusé son portrait robot un peu partout pour qu'il soit arrêté. Eh bien, comme il vole des valises dans les aéroports, eh bien, il a dû démissionner de ses fonctions auprès de Joe Biden. Vous voyez, hein, ça commence à être intéressant parce que tous ces gens se font attraper les uns après les autres. Alors, je voudrais terminer sur quelqu'un qui est visé. Il est devenu un peu has-been depuis quelque temps. Il a eu des soucis dans un hôtel américain. Il avait refusé de payer une dame qui venait de lui faire une gâterie. Et c'est pour cette raison qu'il a été poursuivi, hein, ne l'oublions pas. Ah, je vous en ai dit suffisamment long, vous l'avez reconnu, c'est Dominique Strauss-Kahn, ancien président du FMI. Candidat à l'élection présidentielle, eh bien il est cité dans les Pandora Papers. J'ai une réflexion par rapport au Tour de France. Vous savez, au Tour de France, celui qui gagne, quelques temps après, on apprend que c'était le plus dopé. Eh bien, on a l'impression que lorsqu'on exerce de hautes fonctions, eh bien, on est toujours lié à quelque chose dans une certaine mesure. J'espère que vous avez suivi mon raisonnement. En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à mettre le petit pouce bleu. Et puis, la réinformation, c'est pas seulement moi dans mon coin qui fait 4 à 5 heures d'informations par jour pour vous donner une information de qualité. C'est aussi vous, hein, vous êtes acteur. Voilà, ça me met un petit pouce bleu, un petit message, c'est toujours sympathique. Merci à vous et à bientôt.